Sous le souffle léger de la brise méditerranéenne, l'ombre lourde de l'olivier centenaire dessine des arabesques sur le sol pierreux de Tipaza. Là, un vieil érudit algérien, le dos courbé par le poids des années, mais l'esprit vif, ferme les yeux. Il entend encore la voix de son arrière-grand-père, qui, jadis, arpentait ces mêmes rivages. Cet homme avait connu la douleur profonde de la colonisation et l'âpreté inouïe de la guerre d'indépendance. Ces mots portaient la mémoire d'un peuple que l'on avait voulu briser, mais qui, à force de foi et de résistance, a reconquis sa dignité. Lorsque cet érudit évoque ces récits, sa voix tremble d'émotion. Il raconte comment, enfant, il déchiffrait à la lumière vacillante d'une lampe à huile les carnets usés de l'aïeul. Récits de fusils échangés sous le couvert de la nuit, de larmes mêlées au sable, de chants entonnés dans les maquis pour entretenir l'espérance. Chaque page lui faisait ressentir la fierté poignante d'un peuple qui se savait fragile, mais uni par un idéal plus grand que lui-même. La conscience ici n'est pas un concept abstrait. C'est un réceptacle vivant de douleurs anciennes et de promesses à venir. C'est la voix intérieure qui murmure « Lorsque l'âme s'éveille, nous sommes nés libres et nous devons le rester ». Dans le regard de l'érudit, on lit cette tension entre la tristesse des blessures et la lumière de l'espérance. Il est le gardien d'un trésor immatériel, la mémoire collective, embrassée par le soleil algérien et modelée par les épreuves. Imaginez-vous suivre ses pas, humer l'air chargé d'embrun, entendre le bruissement des herbes folles. Vous sentez vibrer dans votre poitrine ce même appel à la dignité, un écho qui traverse les siècles et les frontières. Cette initiation intérieure, ce voyage au plus profond de soi, commence lorsque l'on accepte de porter le manteau de l'histoire, avec ses oripeaux de souffrance et ses tissus d'espérance. Les mots de l'érudit s'enchaînent, entrecoupés de silence où l'émotion se fait palpable. Il n'a pas besoin de grands discours, chaque phrase est une pierre jetée dans le puits de la conscience et chaque écho dans l'esprit de l'auditeur provoque un frisson. Car la dignité d'une nation est d'abord la dignité de chaque individu qui la compose. Lorsque vous prenez conscience de la force de vos racines, vous devenez le témoin et l'acteur d'un récit ancestral. Les histoires se font miroir de l'âme, l'enfant qui porte secours à ses frères dans les ruines d'un village, la mère qui partage son dernier morceau de pain malgré sa propre faim, le jeune résistant qui, face à l'oppression, trouve le courage de faire résonner son cri de liberté. Ces anecdotes, brèves mais intenses, sont les éclats d'un kaléidoscope intérieur. Elles vous invitent à interroger votre propre rapport à l'adversité et à la persévérance. Le verset coranique vient, dans ce contexte, comme un souffle divin qui élargit la perspective au-delà du particulier. « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Al-Hujurat 41, 13. Ces quelques mots rappellent que la diversité des peuples n'est pas un obstacle, mais une invitation à la compréhension mutuelle. C'est dans l'échange des histoires, mœurs et des cœurs que naît la véritable connaissance. Le vieil érudit s'en empare pour souligner que la conscience collective d'un peuple ne lâche jamais prise de ce principe universel. L'autre, même différent, est un miroir où se reflète notre propre humanité. Dans cet état de présence intérieure, chaque spectateur est amené à devenir explorateur de ses propres racines. Quels récits familiaux portent encore, pour vous, le poids de l'héritage? Quelles paroles d'ancêtres murmurent-elles en vous lorsque vous confrontez l'injustice? En creusant ces pistes, c'est votre propre dignité qui prend forme, pierre après pierre, image après image. Ce moment de plongée dans la conscience est aussi une invitation, un appel silencieux à prendre position face à ce que nous sommes, descendants d'hommes et de femmes au destin brisé et ressoudé, artisans d'un présent façonné par leur sacrifice. Vous ne pouvez rester spectateur sans ressentir l'impulsion de vous engager, d'agir, ou du moins de repenser votre regard sur le monde. Question au public. Qu'éveille en vous l'idée d'une nation retrouvant pleinement sa dignité? Le verbe « éveil » ici n'est pas anodin. Il sous-entend qu'il s'agit d'un souffle dormant, prêt à surgir de votre poitrine. De 1830 à 1962, l'Algérie a traversé un long et douloureux chapitre de son histoire sous l'emprise coloniale française. C'est une période faite de constructions imposées, de révoltes étouffées et de silences brisés par le tumulte des combats. Sur les quais d'Alger et dans les ruelles d'Oran, les échos d'une souveraineté arrachée résonnent encore.
pavés soulevés par les bottes des militaires, calicots cousus à la hâte, tracts glissés sous les portes. Chaque rue, chaque port, portait l'empreinte d'une résistance qui puisait dans le cœur des hommes la force de ne pas fléchir. Lorsqu'en 1162 les accords d'Évian ont officialisé la fin de la guerre d'indépendance, ce ne fut pas un simple acte administratif, mais l'aube d'un nouveau chapitre pour l'Algérie. Les Akfadou, Massinissa et tant d'autres figures populaires, parfois anonymes, avaient écrit dans le sang et la poussière ces accords par leur détermination. Pourtant, l'indépendance n'a pas effacé du jour au lendemain les stigmates de la domination. Elle a plutôt inauguré une époque de reconstruction, de réflexion sur l'identité et d'exploration de la voie à suivre. Dans le port d'Oran, après le lever du soleil, les barques colorées reprennent peu à peu leur place le long des quais. Des générations de pêcheurs se transmettent un même rituel: vérifier la voilure, huiler les dorades, entretenir les filets. Mais au-delà de la subsistance, ces gestes quotidiens deviennent une forme de revendication silencieuse. En offrant leur prise aux marchés locaux, ils affirment « Nous sommes ici, nous existons, et nous participons à l'économie du monde ». Le témoignage d'un ancien patron de barque, chevrier de la Méditerranée, est éloquent. À l'âge de 10 ans, il observait son père ramener des crustacés qu'il vendait sur la jetée improvisée. Après 1962, il a vu les mêmes embarcations renaître de leurs cendres, des planches rafistolées, des peintures hésitantes, et cette volonté farouche de remettre le moteur en marche. Pour eux, chaque sortie en mer était un acte politique, presque un sacrement, prouvant que l'Algérie n'était plus un territoire dépendant, mais un acteur à part entière du commerce méditerranéen. Ce contexte historique, riche de souffrances et d'aspirations, n'appartient pas qu'aux manuels scolaires. Il se joue encore dans les discours des diplomates, dans les négociations énergétiques, dans les forums économiques où l'Algérie se présente comme un partenaire souverain. Les champs de gaz et de pétrole, exploités par une régie nationale, témoignent de cette émancipation progressive. Les accords de coopération sont désormais réévalués sur un pied d'égalité, et la voix d'Alger porte plus loin, au-delà des salons feutrés de l'Élysée. Pourtant, cette mutation ne s'opère pas sans heurts. Certains esprits conservateurs en France s'alarment de voir l'Algérie tourner le dos à l'ancien précaré. Ils parlent de risques pour la sécurité énergétique européenne, de déséquilibre géopolitique. Mais, dans les cafés d'Oran, on rit de ces peurs. Pour les pêcheurs, l'avenir se mesure en cargaisons embarquées, en micros et filets réparés, en contrats d'exportation conclus avec la Espagne ou l'Italie. Ces hommes privilégient l'action concrète à la rhétorique politicienne. Les archives audiovisuelles montrent aussi les visages figés des responsables français, observant les nouvelles infrastructures algériennes, ports modernisés, pipelines transsahariens, usines pétrochimiques. Derrière ces images, un changement de paradigme s'opère. La France n'est plus l'unique interlocutrice. D'autres nations se prestent désormais pour investir, pour signer des partenariats. Et l'Algérie, forte de son histoire, revendique la capacité de décider seule de son destin. Au cœur de ce passé résonne une leçon universelle. Un peuple ne se contente pas de briser les chaînes, il aspire à bâtir ses propres ponts. Les accords de Van d'Évian ont ouvert la voie. Mais c'est le travail quotidien, de la vigne de Kabylie aux sondages gaziers du désert, qui forge la véritable souveraineté. Chaque retour des barques oranaises au port, chaque signature de contrats nouveaux, chaque manifestation culturelle illustre ce passage du statut de libéré à celui d'acteur autonome. Question au public. Comment réagissez-vous lorsque ceux que vous croyez familiers revendiquent leur liberté avec force? Verset coranique. Allah ne change jamais la condition d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. Arad 13, 11. Un climat de tension plane dans les alcôves feutrées de l'Élysée. Les rapports stratégiques s'empilent sur les bureaux des conseillers. Graphiques d'exportation gazière, analyse de flux migratoires, cartographie des alliances régionales. Les mots « diversification » et « recalibrage » reviennent en refrain, comme pour conjurer l'idée d'une dépendance trop ancienne. Là où la France cultivait jadis sa prééminence en Méditerranée, s'érige aujourd'hui un partenaire qui revendique ouvertement son autonomie. La panique, terme fort relayé par certains éditorialistes, se manifeste par une série de dépêches hâtives et de questions pressantes. L'Algérie cessera-t-elle de privilégier Paris pour se tourner vers Pékin? Que faire si Alger négocie ses ressources énergétiques sans consulter les intérêts français?
Les commentateurs s'interrogent. Comment regagner l'influence d'antan? Comment préserver l'accès aux hydrocarbures? Comment éviter de passer du statut de puissance tutélaire à celui de simple interlocuteur? Pourtant, à Alger, la donne a déjà changé. Les ministères algériens repensent leurs alliances, signent des partenariats sud-sud et invitent tour à tour des représentants des marchés émergents. Les diplomates français, habitués aux huis clos monolithiques, doivent donc désormais composer avec une scène plurielle, où la voix algérienne porte d'autant plus qu'elle est écho d'un désir d'indépendance affirmé. Lors d'une de ces réunions, la spontanéité d'une diplomate française rompit la glace. Face à son homologue algérien, elle osa citer le prophète, paix soit sur lui. Le croyant fort vaut mieux et est plus aimé d'Allah que le croyant faible. Cette phrase, empreinte de sincérité, détendit l'atmosphère en un instant. Elle rappela que le respect mutuel ne naît pas uniquement de rapports de force, mais aussi de la reconnaissance de la dignité de l'autre. Ce moment de vérité, inattendu dans un milieu où chaque mot est minutieusement pesé, illustre la dialectique entre puissance et humilité. Derrière ces scènes diplomatiques se dessine un enjeu majeur, le contrôle des ressources énergétiques. L'Algérie, riche de ses gisements de gaz de schiste et de son pétrole saharien, a les moyens de réorienter ses exportations. Le projet de gazoduc transsaharien, longtemps espéré par les Français, est aujourd'hui relancé sous un format multilatéral associant plusieurs pays africains. Paris redoute de se voir exclu, non pas par malaise politique, mais par la volonté algérienne d'élargir ses horizons. Sur le plan militaire, les coopérations de défense se réévaluent elles aussi. Les exercices conjoints cèdent la place à des rencontres plus ouvertes, intégrant des forces de maintien de la paix africaine. L'Algérie, tout en restant attentive à ses frontières, préfère démontrer sa capacité à impulser une sécurité collective plutôt que de se retrancher derrière une tutelle occidentale. Cette posture nécessite de la France qu'elle repense son rôle, d'allié dominant à partenaire sur un pied d'égalité. Les entreprises françaises, historiquement très présentes dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et des BTP, s'interrogent sur l'avenir de leurs concessions. Les appels d'offres sont désormais plus compétitifs, et de nouveaux acteurs émergent venus de Turquie, de Corée ou du Golfe. La crainte d'un recul des positions françaises se fait sentir dans les réunions de CE des grands groupes. Pourtant, certains PDG perçoivent déjà une opportunité, diversifier leurs propres investissements et nouer des joints de venture plus équilibrés, fondés sur le partage des risques et des bénéfices. Dans ce contexte de recomposition, la question se pose avec acuité. Peut-on transformer la panique médiatique en un véritable levier de renouveau? Plutôt que d'envisager le retrait, la France pourrait construire une relation d'avenir basée sur la réciprocité et non plus sur l'héritage colonial. Cela supposerait de faire œuvre d'écoute, de reformuler les projets communs en fonction des aspirations algériennes et de reconnaître la montée en puissance d'une jeunesse algérienne fière et d'exubérante. C'est là toute la finesse de l'enjeu politique. Passer d'un rapport de domination à un partenariat où la crainte de l'autre cède le pas à la confiance. Un pari audacieux, certes, mais qui correspondrait à la fois aux valeurs républicaines françaises et aux principes de justice et d'équité prônés par l'islam. Question au public. Est-il possible de transformer la crainte en opportunité de renouveau pour deux pays frères? Verset coranique. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Al-Furqan, 25-63, dans l'échiquier des relations internationales, chaque traité, chaque poignée de main, chaque sanction cache une réalité trop souvent ignorée. L'âme humaine, quête de sens et de paix. Lorsque les armées se déploient ou que les diplomates signent des protocoles, c'est au fond du cœur de l'homme que tout se joue. L'islam, dans sa sagesse millénaire, rappelle que la justice transcende les rapports de puissance, que l'équité n'est pas une option, mais un impératif, et que l'ouverture du cœur est le seul rempart véritable contre la haine et le ressentiment. Le vendredi à Gardaïa, ville aux 1000 couleurs sahariennes, l'imam Omar ouvre la porte de sa mosquée non seulement pour la prière, mais aussi pour accueillir des familles françaises rapatriées après les événements douloureux de l'histoire. Dans la salle attenante, les longs tapis berbères deviennent le théâtre d'une scène exceptionnelle. Des visages marqués par l'incertitude se détendent peu à peu, et les mains, d'abord hésitantes, se tendent pour partager le même plat de couscous parfumé. Les rires timides se muent en chants.
et les inconnus d'hier trouvent soudain les mots d'une fraternité inattendue. Cette hospitalité ne s'exerce pas par pur altruisme, elle est le reflet d'une conviction spirituelle profonde. La fraternité de l'âme dépasse les frontières, mais aussi d'une vision politique de la paix. Car lorsque l'hôte offre le couvert, il célèbre la dignité inviolable de l'autre, l'admet dans sa propre sphère, et rejette le poison du rejet et de l'exclusion. Dans chaque portion servie, dans chaque échange de regards, se trouve un acte de résistance contre la division. L'imam Omar le sait, c'est la fraternité vécue, plus que les discours, qui dissipent la peur de l'étranger. Imaginez maintenant cette dynamique étendue à plus grande échelle. Des ministères qui organisent ou des tables rondes où cohabitent leaders spirituels, représentants des minorités et jeunes entrepreneurs, tous réunis pour un iftar commun. La rupture est rompue, non par la rhétorique politique, mais par le partage sincère d'un repas qui porte en lui la symbolique du partage et de la solidarité. À chaque bouchée, on réapprend la leçon fondamentale. L'humain n'est ni un simple outil de négociation, ni une statistique géopolitique. Il est de la finalité même de toute démarche politique. Sur le sable rouge du Sahara, une caravane de sages marche en silence avant le lever du soleil pour offrir de l'eau et du pain aux nomades et aux voyageurs de passage. Cette scène, loin des projecteurs, est un enseignement vivant. La simplicité d'un geste, l'attention accordée à l'autre, peuvent bâtir des ponts plus solides que tous les traités officiels. Lorsque le mercenaire des mots s'efface devant l'artisan de la paix, naît une énergie nouvelle, capable de déjouer les calculs fondés sur la méfiance. À l'échelle individuelle, la question se pose donc avec acuité. Comment incarner la tolérance et la compassion face aux tensions extérieures? Peut-être en choisissant chaque matin de pardonner à ceux qui nous ont blessés, d'écouter sans juger ceux qui pensent différemment et d'agir sans chercher la reconnaissance. Comme l'imam de Gardaïa, chacun peut ouvrir sa porte, physique ou symbolique, pour accueillir le regard de l'autre et reconnaître que, sous les différences apparentes, bat un même cœur humain. Le verset coranique murmure alors son appel à la miséricorde, et quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Ash-Shura 42-40. Dans ces mots, la promesse est double. Le pardon libère celui qui l'offre comme celui qui le reçoit, et la réforme, la capacité de recommencer, de rectifier sa trajectoire, ouvre un horizon où la mémoire des blessures ne dicte plus la conduite. C'est là l'essence même de l'équité islamique. Elle ne se contente pas de corriger les torts, elle insuffle la force nécessaire pour que naisse, de la poussière des conflits, une nouvelle oasis de fraternité. En contemplant ces gestes simples, un repas partagé, un verre d'eau sain offert, une porte grande ouverte, on mesure combien chaque action individuelle participe au grand dessein de la paix. La responsabilité devient collective quand chacun choisit, dans ses cercles proches, de témoigner d'une compassion active. Face aux tempêtes géopolitiques, c'est la constance de ces actes quotidiens qui fait trembler les murailles de la méfiance et inaugure, silencieusement mais sûrement, la construction d'un monde plus juste. Question au public. Comment, à votre échelle, incarner tolérance et compassion face aux tensions extérieures? Au crépuscule de nos réflexions, lorsque les mots se font écho de nos cœurs, la véritable souveraineté se révèle moins dans la main qui tient le pouvoir que dans l'âme qui sait pardonner. Bâtir la paix commence par l'écoute silencieuse. Entendre l'autre dans ses silences, reconnaître sa douleur sans chercher à la minimiser, et lui offrir un espace où ses blessures peuvent cicatriser. Cette souveraineté du cœur est un royaume intérieur où la rancune n'a pas sa place, où chaque souffle porte l'invitation à la réconciliation. Un élève algérien, loin des amphithéâtres de la diplomatie, s'est élevé au-devant de ses pairs lors d'un échange scolaire à Paris. Devant un parterre d'étudiants et de professeurs, il a décliné, d'une voix tremblante, un poème dédié à la fraternité universelle. Des vers où le jasmin du souk el-Hadj se mêlait à l'odeur du pain français, où le chant des cigales se fondait avec le babil des passants des boulevards. À la fin de sa récitation, une larme glissa sur sa joue, et dans ce moment de pureté, l'histoire semblait se réinventer, non pas par les traités officiels, mais par l'innocence des intentions partagées. Cette image d'un jeune cœur offrant la beauté de sa langue maternelle à un auditoire inconnu est le symbole d'une diplomatie silencieuse, celle qui ne se négocie pas dans les salons feutrés, mais qui se chante, se danse et se partage dans la simplicité d'un geste authentique. Car le poème,
plus qu'un assemblage de mots, est un pont jeté entre deux rives, celle de l'Est et celle de l'Ouest, celle de l'enfance et celle de la maturité. Il nous rappelle que l'art et la poésie sont des remèdes universels, capables de dissiper les brumes de la méfiance et de faire naître la confiance. Au-delà de cette scène, c'est un appel à chaque spectateur. Comment semer, dès aujourd'hui, les graines d'une paix durable? Peut-être en offrant un sourire là où plane la suspicion, en tendant la main à celui dont on redoute la différence, ou en transformant une querelle ancienne en promesse de renouveau. Chaque action, si petite soit-elle, conjugue le verbe « construire » à la première personne. Je bâtis la paix, je guéris les blessures, j'écoute sans préjugés. Dans cette métamorphose intérieure, le pardon apparaît comme le levain qui fait poindre la pâte de nos relations. Il n'efface pas les fautes, mais il les transcende, ouvrant un espace où naît la possibilité d'un recommencement. Écouter l'autre, c'est lui reconnaître une vérité propre, et accepter que nos certitudes ne détiennent pas le monopole de la justice. Bâtir la paix, c'est asseoir nos pas sur cette terre commune avec humilité et détermination, sensible aux échos du passé, mais tourné vers les promesses